Au Soudan, l'ONU redoute un nouveau massacre à El Obeid. Près de 500 000 civils sont menacés, mais malgré les alertes répétées des Nations Unies, les combats se poursuivent et la catastrophe humanitaire s'aggrave. On en parle avec Thierry Vircoulon, bonsoir, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français de relations internationales. Pourquoi El Obeid est-elle aujourd'hui devenue le principal sujet d'inquiétude des Nations Unies? En quoi cette ville est-elle stratégique, par exemple? Bonsoir. Cette ville est stratégique parce que c'est la grande ville de la région du Kordofan qui se trouve au sud du Soudan et que les forces de soutien rapide, les forces du général Hemeti, ont encerclé cette ville. Leur objectif est à la fois de prendre El Obeid et donc de compléter leur contrôle du Kordofan, de contrôler toute cette région, et puis de faire sauter ce verrou stratégique parce qu'ils veulent monter une offensive contre Khartoum. Et pour ça, il faut prendre cette ville qui est sur leur chemin et où se trouve la 5e division d'infanterie de l'armée soudanaise, qui est actuellement encerclée. Donc El Obeid est vraiment un verrou stratégique sur la route vers Khartoum. Un verrou stratégique avec une situation humanitaire catastrophique, famine, déplacements, attaques contre les civils. L'ONU parle d'un risque de nouveau El Facher. Concrètement, qu'est-ce qui fait craindre un massacre de masse dans les prochains jours? Ce qui fait craindre un massacre de masse, c'est les précédents, c'est la réputation des RSF, en fait, puisque avant El Facher, il y a eu El Genina en 2023, où là aussi, il y a eu des massacres de civils très importants. En 2025, les FSR ont pris après El Facher, et là aussi, il y a eu des massacres. Et donc, vous connaissez le proverbe Jabende 103. Ils ont pris deux villes et à chaque fois, il y a eu des massacres de civils importants. Et donc, il y a crainte que s'ils prenaient une 3e ville, ils se comporteraient de la même façon. Alors depuis 3 ans, les Nations Unies lancent des appels, votent des résolutions, demandent des enquêtes. Pourquoi ces mises en garde restent-elles si peu suivies des faits? Parce que l'ONU n'a aucune espèce d'influence sur les conflits, sur la plupart des conflits, ou je dirais même sur tous les conflits en cours à l'heure actuelle. Le Soudan n'est pas une exception, mais c'est clair sur le Soudan. L'ONU n'a absolument aucune influence sur les belligérants et est complètement marginalisée. C'est plutôt celui qui devrait jouer un médiateur dans le cadre du conflit soudanais, c'est ce qu'on appelle le Quartet, donc la réunion de 4 pays qui sont les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis, mais eux-mêmes n'arrivent pas à être les médiateurs. Et donc l'ONU ne sert strictement à rien au Soudan comme dans beaucoup d'autres conflits. Et les sanctions européennes sur l'or soudanais et les appels du G7 peuvent-ils réellement changer le rapport de force sur le terrain? C'est pas avec des déclarations qu'on change un rapport de force militaire sur le terrain. Le G7 aussi, c'est comme l'ONU, c'est de la diplomatie déclamatoire. Et quant aux sanctions de l'Union européenne, je pense que vous faites référence aux dernières sanctions qui interdisent d'importer de l'or soudanais dans l'Union européenne. Ce sont des sanctions qui sont tout à fait symboliques, puisque l'or soudanais est essentiellement et dans sa totalité vendu sur les marchés du Moyen-Orient et en premier lieu à Dubaï. Et donc, c'est pas du tout en Europe qu'il est écoulé. Donc, ce sont des sanctions qui sont tout à fait symboliques. Alors après l'attaque du 30 juin sur Hamdafok, dans le nord-est de la Centrafrique, est-ce que la crise soudanaise n'est pas une nouvelle fois en train de déborder sur la Centrafrique? J'aurais tendance à dire que la crise soudanaise, elle a déjà débordé un peu sur la Centrafrique, mais surtout du fait des autorités centrafricaines se sont mis d'accord avec les Émirats arabes unis pour servir eux aussi de canal logistique pour l'appui des Émirats arabes unis aux forces de soutien rapide, comme l'avait fait en son temps le Tchad et comme le fait toujours la Libye du général Haftar. Donc il y a eu récemment notamment des mercenaires colombiens qui travaillent pour
forces de soutien rapide qui sont passées par le territoire centrafricain, avec l'aval des autorités centrafricaines, évidemment. Et donc, c'est pour ça que, évidemment, ça se répercute sur la Centrafrique. C'est parce que le président centrafricain a trouvé un arrangement avec les Émiratis pour faciliter ce soutien logistique à la guerre dans un pays voisin. Thierry Vircoulon, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français de relations internationales.